Du coup, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur les bornes électriques et les ombrières. Nous allons bientôt commencer, encore quelques secondes, pour que tout le monde puisse accéder à l'événement. Tu peux passer tes slides si tu veux. Ah non, je peux pas. Qu'est-ce que je veux? Ah bah si, là. Du coup, je vous propose de commencer pour entamer cet atelier sur les bornes électriques et les ombrières co-organisé entre Cap Industrie et l'UIMM Grand Henry. Donc ouvert à l'ensemble des industriels finalement des Hauts-de-France. Donc l'ordre de la réunion sur ces 2 prochaines heures, il y aura trois interventions. La première partie concernera le contexte réglementaire lié à l'aspect mobilité que je présenterai, ce qui nous amènera à un focus sur les bornes électriques et les ombrières avec l'entreprise EDF qui présentera, ce qui nous permettra dans un troisième temps à l'entreprise Tube 2000 avec sa solution Type Connect pour qu'ils puissent présenter leurs produits sur les bornes électriques. Donc, un Cap Industrie pour commencer, c'est une organisation qui vous accompagne dans les Hauts-de-France pour l'ensemble des industriels, accompagné par 4 partenaires, la CCI Hauts-de-France, le CETIM, la FIM et l'UIMM Hauts-de-France. Et elle a vocation à vous accompagner sur 5 piliers qui sont présentés à l'écran. Donc la stratégie, la notion de filière et marché, l'approche produit et process, une notion sur le financement et la partie excellence RH. Donc 5 axes complémentaires où Cap Industrie vous accompagne en Hauts-de-France pour l'ensemble des industriels sur ces sujets. Avec Elodie Bay qui est à mes côtés aujourd'hui pour l'organisation de cet atelier. À noter que nous sommes sur le territoire du Grand Hainaut, donc à l'UIMM Grand Hainaut, sur Valenciennes. Nous couvrons les territoires de Cambrai, Valenciennes et Maubeuge et avons vocation à vous accompagner sur le volet social et plus largement sur la partie qualité, santé, sécurité et environnement, énergie, dont je m'occupe plus spécifiquement à l'UIMM Grand Hainaut. Voilà pour les présentations très rapides. Ce qui nous amène à démarrer la partie contexte réglementaire liée à la mobilité. Donc, il y a un chat qui est ouvert. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Dans un second temps, je répondrai ou je poserai directement les questions aux intervenants si vous avez des questions sur le chat. Les personnes qui sont autour de la table, vous pouvez aussi interagir lors des moments d'échange. Sur la partie contexte réglementaire, forcément, l'idée, c'est pas d'être redondant. On a 2 heures, on va viser le côté opérationnel. Donc, j'ai, dans un premier temps, abordé les points qui ne seront pas vus par la suite. Donc, vous comprendrez, mais je vais démarrer. Mais l'ensemble des présentations permettra d'aborder l'ensemble des points réglementaires sur la partie borne électrique, ombrière et plus largement sur la mobilité avec quelques actualités 2024 que je vais vous présenter. Voilà. Le contexte réglementaire lié à la mobilité, donc déjà quelques mots sur la partie transport en France. Hein, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre avec 30% des émissions, donc c'est un sujet climat. Ça tombe bien, on est la journée pour le climat aujourd'hui. Donc c'est intéressant de parler de mobilité le 8 décembre 2023. Premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc c'est un sujet
climat, mais c'est aussi un sujet santé publique avec les émissions de particules fines, notamment dans les agglomérations. À noter qu'il y a un Français sur 4 qui a déjà refusé un emploi faute de solution pour s'y rendre. Dans la notion d'attractivité, c'est quand même un élément notable pour les industriels à prendre en compte sur ce sujet pour attirer et garder les compétences au sein de nos industries. C'est le premier poste de dépense pour un ménage, 18% du budget en moyenne, qui va au-delà du coût de la partie alimentation et la partie logement pour un ménage. Donc, ce n'est pas rien en termes de dépenses. Et 7 Français sur 10 se rendent au travail en voiture. Donc, le reste étant partie de transport en commun, 2 sur 10 et 1 sur 10 pour la partie vélo et à pied. Pour venir se rendre au travail, donc il reste marginal, il y a encore beaucoup de voitures, le sujet aujourd'hui de toute façon. Le sujet est essentiellement, mais pas que, mais essentiellement porté par la loi d'orientation des mobilités, plus communément appelée la loi LOM, qui a été adoptée en décembre 2019. Depuis, il y a une multitude de décrets d'application qui sont sortis. Elle avait quatre grands objectifs: c'est faciliter les transports du quotidien, rendre les transports moins coûteux, rendre les transports plus propres et développer des mobilités durables. Donc là, on est clairement dans le thème. Quelques points à connaître. Le premier, c'est la notion de plan mobilité employeur. Des entreprises autour des écrans, autour de la table, sont concernées par les négociations annuelles obligatoires pour les établissements de plus de 50 salariés et soumises donc, du coup au NAO sur la qualité de vie au travail. Vous devez intégrer des sujets de mobilité. S'il n'y a pas d'aboutissement à un accord, de fait, vous devez mettre en œuvre un plan de mobilité employeur. Plus largement, toute structure peut mettre en place un plan de mobilité pour déployer des actions sur ce sujet. L'ensemble des points que nous allons voir maintenant rentrent dans ce type de plan, le cas échéant. Je voulais aborder donc quelques points avec quelques actualités, si on peut dire. Le forfait mobilité durable que vous commencez à bien connaître au niveau de vos industries. C'est un forfait qui existe pour encourager l'utilisation des mobilités douces, donc l'autopartage, le vélo, le covoiturage. Donc l'entreprise peut prendre en charge la totalité ou une partie des frais engagés par les salariés sur ces mobilités douces. C'est un dispositif qui reste facultatif et qui concerne spécifiquement les déplacements liés au domicile, au lieu de travail. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est exonéré de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 700 € par an et par salarié. Et que ça ne rentre pas en ligne de compte sur l'imposition sur le revenu pour le salarié. Monsieur, ce support-là, on pourra l'avoir après? Oui, nous vous transmettrons le support et pour les personnes qui participent d'ailleurs en distanciel, mais aussi vous en présentiel, vous aurez accès au replay de cette présentation. Deuxième point, la partie prime transport, qui est également exonérée de cotisations et de contributions, y compris en 2024. Donc c'est ces petites actualités, ça a été reconduit pour l'année 2024, qui permet à l'entreprise de participer à hauteur de 700 € par an et par salarié, donc des frais qui sont liés à l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, mais également de participer à hauteur de 400 € par an et par salarié de carburant. C'est reconduit pour l'année 2024 sur ces montants qui ont été doublés par rapport aux textes initiaux, prise en charge totale ou partielle, cumulable avec le forfait mobilité durable et qui est également un dispositif facultatif. Troisième point que vous connaissez bien, c'est la notion de rembourser les frais d'abonnement au transport public de personnes ou services publics de location de vélo, donc de vos salariés, à hauteur de 50%. Ces 50%, c'est une prise en charge minimale, obligatoire, qui est exonérée de cotisations et de contributions sociales, qui est également cumulable avec le forfait mobilité, qui permet de gagner finalement 100 € sur le forfait global,
À noter sur la partie imposition sur le revenu, si vous allez au-delà des 50% jusqu'aux 75%, ce ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu, y compris pour l'année 2024. Sur la mise à disposition d'une borne de recharge électrique, là, je vais aborder la notion d'avantage en nature. Naturellement, encore une fois, on reviendra plus précisément sur la partie réglementation sur cet aspect dans un second temps. Ceci dit, en 2024, ça a été reconduit. L'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un salarié d'une borne de recharge de véhicules électriques a été reconduite pour les véhicules hybrides et électriques. Si vous mettez à disposition d'un véhicule 100% électrique, l'avantage en nature pour ce véhicule de fonction ne tient pas en compte des frais d'électricité payés par l'employeur pour la recharge du véhicule et vous pouvez appliquer un abattement à hauteur de 50% dans la limite de 1800 €. Ce qui est intéressant également à connaître d'un point de vue fiscal. Si vous utilisez un véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut verser une indemnité forfaitaire kilométrique qui est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. À noter, depuis 2021, c'est la possibilité de majorer de 20% pour les véhicules électriques est offerte aux entreprises. Plus spécifiquement, un point qui ne concerne que le Grand Hainaut, aussi bien les arrondissements de Valenciennes, Cambrai et de Maubeuge. Il y a des accords autonomes qui vont être appliqués pour les indemnités d'éloignement pour les domiciles de travail, qui vont être appliqués d'ici le 1er janvier 2024, qui prennent en compte également cette possibilité de majoration à hauteur de 20% des frais. Si vous devez acheter un véhicule 100% électrique ou hydrogène, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides, comme les bonus écologiques, qui est une aide de 3 000 € pour l'achat d'un véhicule neuf pour les entreprises. Il y a des modalités qui sont, comme vous le savez certainement, en cours de refonte avec la notion de score environnemental. On n'en sait pas vraiment plus aujourd'hui. L'idée, c'est de favoriser les productions de véhicules bas carbone. Il y a également les notions de prime à la conversion, rétrofit, si vous êtes concerné. En région, les certificats d'immatriculation sont exonérés de taxes également. C'est favorable. Voilà, puis un petit clin d'œil également quand même à l'expérimentation sur l'autoroute 1 avec une voie réservée au covoiturage, avec un nouveau panneau qui commence à arriver un petit peu dans toute la France, ici en particulier dans notre région sur la 1, avec des accès qui peuvent être limités. Le matin et le soir, quand les zones sont très denses. Donc les véhicules qui sont autorisés à circuler sur ces voies, c'est les véhicules où il y a plusieurs personnes, les taxis, les transports en commun et également les véhicules électriques. Voilà, j'ai essayé de faire un Il y a des radars. Comment ? Et il y a des radars qui vérifient. Et il y a des radars, des dispositifs qui vérifient si vous êtes tout seul ou pas dans la voiture sur cette voie ou non, et qui peut amener 135 € d'amende. Voilà. Et après, il y a une notion d'accessibilité. Si vous êtes concerné sur ces zones, il peut y avoir un intérêt pour l'entreprise de pouvoir accéder plus facilement à la métropole lilloise. Il y a cette voie qui est naturellement moins encombrée. C'est une phase test pour 1 an. L'expérimentation, nous verrons bien les résultats par la suite. Voilà tous les ensembles des points qui n'étaient pas forcément abordés par la suite. On pourra y revenir dans un second temps. Je laisse la parole du coup à mon voisin qui va pouvoir faire un petit focus sur les bornes électriques puis les ombriages. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à Cap Industrie de nous accueillir. Avec toutes ces bonnes nouvelles, on comprend pourquoi les ventes de voitures explosent en ce moment. C'est
ça explique quand même la raison pour laquelle on est aujourd'hui, je vais y revenir après, mais à une part de marché qui avoisine les 20%. Et on verra que on est pile poil sur ce qui a été prévu. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Dubail, je m'occupe de mobilité électrique chez EDF. J'avais des slides, donc je ne sais pas si ça... Voilà. Voilà, on peut passer directement peut-être au suivant. Donc, je travaille chez EDF Entreprises et dans mon quotidien, je m'appuie sur deux filiales du groupe que sont Easyvia, qui se tourne vers les entreprises exclusivement, et Easy by EDF, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler, puisqu'il y a des pubs qui tournent à la télé, à la radio, etc. Et Easy by EDF, c'est la filiale qui s'adresse exclusivement aux clients particuliers, comme vous et moi, qui souhaitent mettre en place chez eux une borne de recharge, par exemple. Donc, EDF a mis en place un plan de mobilité électrique qui veut que le groupe soit premier fournisseur en électricité des véhicules électriques. Là, on y est pratiquement. Et surtout, le premier exploitant de réseau de bornes au travers de 4 pays européens, avec un plan électrique qui arrive à la suite de 2 autres plans, le plan solaire, dont parlera peut-être mon collègue tout à l'heure, et le plan stockage également, puisqu'il ne vous a pas échappé que produire de l'énergie à partir de solaire ou d'éolien, il y a tout de suite le problème d'intermittence, c'est-à-dire qu'on produit quand on n'en a pas forcément besoin et on produit ça quand on pourrait en avoir besoin, et donc le stockage serait un élément nécessaire. À ce titre, les batteries des voitures, quand on parlera peut-être tout à l'heure de V2G, véhicule to grid, les batteries des voitures pourront à terme servir de moyen de stockage d'énergie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les enjeux, écoutez, c'est ce que je disais en introduction. 2020, c'est à peu près 10% des ventes de véhicules. 2025, l'objectif est fixé à 1 véhicule sur 4. 2030, 1 véhicule sur 2. À date, on est à 1 véhicule sur 5. On est au 20% aujourd'hui de part de marché pour ce qui est véhicule électrique, VHR, véhicule hybride rechargeable. Il y a pour ce faire des réglementations incitatives. Il y a des lois qu'a évoqué mon voisin juste avant avec la loi LOM, j'y reviendrai juste après, avec des obligations d'équipement, des obligations de pré-équipement lorsque l'on est dans un bâtiment neuf équipé de parking neuf. Et puis l'enjeu, c'est aussi d'un autre côté la valorisation des parkings avec une demande qui est de plus en plus croissante de la part des utilisateurs. Et ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce que l'on souhaite mettre en place, il faut anticiper les besoins et il faut évidemment voir quelle infrastructure de recharge mettre en place en fonction des possibilités électriques, puisqu'il n'a échappé à personne que les bornes, ce ne sont pas des carottes que l'on plante, ce sont des éléments qui vont consommer de l'électricité et qui vont parfois même fortement consommer de l'électricité, et ça implique une préétude en amont, un prédimensionnement des installations et une anticipation forte avec derrière également la notion j'y reviendrai, de supervision des bornes, de gestion des bornes pour éventuellement une gestion des appels de puissance de façon à ne pas avoir des pics de consommation. Sur la partie cadre législatif et réglementaire qu'a largement abordé mon voisin, je reviens simplement sur l'homme avec l'obligation dans les bâtiments neufs de pré-équiper. Ça veut dire quoi pré-équiper? Ça veut dire prévoir les fourreaux, prévoir les chemins de câbles, ça veut dire tout mettre en œuvre pour être capable de planter une borne le plus rapidement possible. Et ça veut dire également prévoir une puissance suffisante au niveau ce que j'appelle le TGBT pour les néophytes, c'est le tableau général basse tension. Prévoir un reliquat de puissance pour alimenter à terme les bornes qui seront mises en place. Ça, c'est hyper important et ça évite de fâcheuses conséquences plus tard si on s'aperçoit que, zut, il n'y a pas assez de puissance pour alimenter les bornes. Dans l'existant, j'ai tendance à simplifier les choses, vous m'excuserez, mais c'est janvier 2025 égale 5% de bornes mises en place sur les parkings. Alors ceci hors PME, c'est ce que tout à l'heure a été illustré dans les transparents.
La notion de PME s'entendant, je crois, à 250 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Mais c'est retenir 5% de places équipées, j'ai dit équipées et pas pré-équipées, équipées en 2025. Alors, on peut rentrer dans les chiffres après la virgule. Il y a des taux de prééquipement qui ont paru, qui diffèrent en fonction de mon permis de construire date d'avant mars 2021 ou d'après mars 2021. Il y a un petit seuil, mais après, j'invite les personnes concernées à regarder les textes directement, ça sera beaucoup plus simple. Deuxième point, les conversions de flotte. Pour les entreprises qui disposent de grosses flottes de véhicules, notamment de plus de 100 véhicules de flotte, il y a obligation de convertir, lors du renouvellement des véhicules, de convertir un certain pourcentage en véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le taux de conversion, il est en 2024, on va dire qu'on est en 2024, il est de 20%. Et il va doubler d'ici 2027. Donc il y a une forte incitation pour les flottes de véhicules à basculer vers de l'électrique et ou de l'hybride rechargeable. Et dernier point, ça a été aussi abordé tout à l'heure, c'est les ZFE qui se mettent en place tout doucement, avec l'obligation de mettre en place dans les agglos de plus de 150 000 habitants une ZFE. Et là, donc, qui pourra pénétrer à l'intérieur de la ZFE? Tout ce qui est ELEC et VHR, pas de problème. Après, pour le thermique, je pense que ça sera limité aux critères 1 et 2, mais les choses pourraient évoluer. Voilà, il y a un petit rétropédalage qui a eu lieu cet été. Donc, à ce jour, il n'y a pas de ZFE à proprement parler en Hauts-de-France. Il y a des zones de territoire de vigilance, me semble-t-il, c'est le terme qui est utilisé, et qui, pour l'instant, la seule obligation qui persiste, c'est l'interdiction des vignettes critères 5 à partir du 1er janvier 2025. Donc, il y a plusieurs points qui sont concernés, hein, notamment l'ancienne métropole, Lille, Dunkerque et d'autres, il faut communiquer là. Mais j'avais fait le choix. Ça reste une réglementation. C'est en cours de discussion. Et c'est ce que j'allais dire, c'est effectivement pour les véhicules thermiques, ça a posé d'énormes problèmes à bon nombre de professionnels qui voulaient accéder encore fort justement au centre-ville, qui étaient souvent sur des critères 3 et qui ont levé les bras en disant mais attendez, vous êtes en train de nous planter un couteau dans le dos et de nous interdire de. On ne peut pas tous s'équiper en véhicule électrique, en hybride rechargeable comme ça. Donc les levées de boucliers, effectivement, je pense que ça prendra du retard, mais là encore une fois. Alors c'est un vrai sujet dans d'autres ZFE à l'échelle française notamment et d'autres. En Haute-France, pas encore. Il faut quand même être vigilant. On est vigilant sur le préfet peut avoir la main aussi pour imposer des éléments sur ce sujet. Voilà. Donc, si jamais il y avait des choses qui étaient prises, on vous informe. Merci. Alors, on m'a demandé aussi de présenter un peu quels étaient rapidement les différents types de bornes que l'on pouvait rencontrer. Merci. Alors, d'un côté des bornes AC, de l'autre côté des bornes DC, vous connaissez tous AC/DC. Bien sûr, enfin, pour moi, pour les plus anciens, parce que les plus jeunes, en général, sur autre chose. Alors, AC, c'est courant alternatif, DC, c'est courant continu. Les bornes courant alternatif, souvent des bornes de 7 ou de 22 kW, et les bornes de courant continu, en général supérieures à 24-25 kW, et ensuite ça va jusqu'à 50, 100, 150, 200, 250, et voire même 300 kW aujourd'hui. Et on entend parler pour la recharge des camions de bornes de 1 MW à mettre en place. Donc pour l'instant, c'est dans les cartons. J'ai pas le droit de nommer la marque qui est en train de tester ces bornes-là, mais c'est en cours de test. On en parlera peut-être après. C'est parce qu'il y a aussi une autoroute à mettre en place du nord au sud de la France, avec des obligations et des contraintes de recharger les camions en 3/4 d'heure de temps à peu près. Ça correspond à peu près au temps d'arrêt du chauffeur. Et donc, forcément, un camion ayant une batterie de 500 kWh, vous faites le calcul, hein, si en une demi-heure, vous voulez recharger la batterie, il faut une certaine puissance derrière. Je ferme la parenthèse là-dessus. Je reviens aux bornes qui nous concernent plus généralement dans notre quotidien.
des bornes en courant alternatif ou en courant continu. Vous voyez bien que la différence, on la voit tout de suite au niveau de la taille. Sur les bornes en courant continu, vous avez plutôt à faire un espèce de frigidaire avec deux câbles de chaque côté. Pourquoi c'est gros? Parce que toute l'électronique de puissance et tous les ponts de diodes sont situés dans la borne pour convertir l'alternative en continu et attaquer la batterie de la voiture directement en courant continu, ce qui permet de l'attaquer à plus forte puissance. Une batterie de voiture, c'est comme une batterie de téléphone portable, c'est comme une pile, ça se recharge en courant continu. Donc, quand on attaque la batterie en courant continu, on peut attaquer à des niveaux de puissance bien plus élevés. La différence visuelle aussi, mis à part la taille, c'est le fait que d'un côté, sur les bornes alternatives, les deux bornes de gauche, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui pendouille de chaque côté de la borne, alors que sur les bornes à courant continu, vous avez les cordons qui sont rattachés à la borne. Sur une borne à courant continu, vous avez systématiquement un ou plusieurs cordons et le pistolet qui est rattaché. Alors pourquoi un ou plusieurs cordons? Parce qu'il existe principalement deux formats de prise encore aujourd'hui. Le CHAdeMO, plutôt sur les véhicules type japonais, les Mitsubishi, les Toyota, etc., pour les Nissan, pour ne citer que. Et encore, Toyota commence à venir sur le combo. Et un format qui est plutôt un format européen, qui est le combo CCS, qui est beaucoup plus utilisé. Donc, certaines bornes utilisent les deux formats. Certaines bornes, vous verrez, donc un format. Certaines bornes de courant continu disposent également d'une troisième prise, qui est une prise de recharge courant alternatif, en général de 22 kW. On retrouve beaucoup de formats de bornes différents sur le marché. Des bornes. Alors, pour les bornes qui nous concernent principalement et qui, moi, me concernent dans mon quotidien, c'est plutôt de la borne AC, donc les bornes de gauche, qui sont ou des bornes individuelles, bornes avec un point de charge, c'est la borne de gauche. Alors, pourquoi il y a deux clapets sur le côté? Parce que d'un côté, il y a une prise T2 qui est la prise que vous retrouvez au-dessus, qui est la prise de recharge officielle des véhicules électriques, la prise à 7 broches. Et souvent, on met également une prise de type domestique en dessous pour recharger les anciens véhicules hybrides rechargeables qui se rechargeaient en 220 ou un vélo pour ouvrir recharger sur ce type de prise. Donc ça, ce sont des bornes avec donc, un point de charge, mais il existe aussi des bornes avec deux points de charge, ce qu'on appelle des bornes doubles. Vous en avez une illustration, deuxième photo en partant de la gauche, où là, c'est une borne qui, elle, est directement fixée sur pied et qui dispose de deux prises sur la droite et de deux prises sur la gauche. Pardon, ça ne va pas se donner. Désolé. C'était pas CBC, non. Mais c'était la même période, tu remarqueras. Pardon. Donc, ces bornes doubles disposent de deux prises de chaque côté, une T2, une TS, donc une prise domestique, et de l'autre côté, en général, une simple T2. Ces bornes sont disposées au milieu, entre deux places, et sont très pratiques lorsque vous avez, par exemple, derrière un mur, comme c'est le cas ici, ou une baie de Troen, parce que les bornes simples, souvent, je dis souvent parce que on va le voir sur une photo peut-être tout à l'heure, les bornes simples, souvent, on les prise sur le côté. Ce qui fait que lorsque vous allez positionner deux bornes simples dos à dos sur un poteau, vous allez vous retrouver avec une borne qui aura une prise en façade et l'autre borne qui aura la prise derrière. Et derrière, c'est toujours un peu compliqué de se contorsionner pour aller se brancher derrière, surtout si vous avez une haie de Troen ou si vous avez un mur derrière. Donc, dans ces cas-là, on part plutôt sur la borne. Alors, les choses ont un peu évolué. Les deux bornes que je présente là sont des bornes. J'ai le droit de se nommer des marques ou pas? Non? Oui, peut-être. Bon, c'est des bornes Hager. Schneider vient de sortir une nouvelle borne avec une prise, on le verra tout à l'heure sur les photos, avec une prise en façade qui évite justement ce problème d'être obligé de se contorsionner et d'aller derrière se brancher. Voilà, maintenant un peu de pub sur ma boutique. L'accompagnement d'EDF auprès des industriels, il consiste en quoi? Il consiste à regarder et accompagner l'industriel dans sa vision qu'il pourrait avoir, un, du marché du véhicule, deux, du marché des infrastructures de recharge, c'est-à-dire des bornes, trois, de regarder avec lui s'il y a des financements ou des subventions possibles. Les subventions se font de plus en plus rares, c'est comme tout. Et surtout, de regarder avec lui s'il veut mettre des bornes, c'est pour quoi faire. Alors, on a répondu, changer des véhicules électriques. Oui, ok. Mais pour qui et dans quel objectif?
Et donc là, on regarde un petit peu plus s'il s'agit de recharger des véhicules de direction, s'il s'agit de recharger des véhicules des salariés, voire les deux, mon capitaine, s'il s'agit de redonner un peu d'autonomie pour que les salariés puissent rentrer chez eux le soir sereinement et revenir le lendemain travailler, c'est sympa, ou s'il faut recharger très rapidement un véhicule parce que c'est des commerciaux qui repartent pour 200 km de journée, et donc il faut pousser la recharge. Donc tout ça, on le regarde et on construit avec le client un plan d'électrification qui est adapté aux usages et surtout adaptable, puisqu'il ne s'agit pas non plus de mettre des bornes à l'instant T. Ça coûte un certain prix, c'est un investissement, mais il s'agit aussi de se poser des questions de qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et donc, de se dire, peut-être faut-il surdimensionner l'installation maintenant pour pouvoir très rapidement rajouter quelques bornes dans 2 ou 3 ans. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ramène aux chiffres que j'ai présentés juste avant. Vous voyez bien que la courbe de vente des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables, elle est fortement croissante. Donc, un certain nombre de choses. Ça, c'est j'ai pris c'est un slide. En général, j'ai un petit flyer. On appelle ça un flyer. Oui. J'appelle ça un papier, pardon, mais que je remets aux clients en général pour se poser les questions rapides. Alors, la partie gauche, je ne vous en parle pas parce que c'est tous les avantages du véhicule électrique. Dieu sait s'il y en a beaucoup plus que ce qui est marqué. Voilà. Alors, certains diront qu'il y a des inconvénients aussi. Je ne m'en cache pas. En revanche, sur la droite, ce sont les questions que l'on peut se poser et que l'on doit se poser avant d'investir dans une solution d'IRPE, installation de recharge pour les véhicules électriques, donc des bornes principalement, et de se dire, bon, ben voilà, où dois-je les mettre en place, combien puis-je en mettre en place, de quelle puissance, voilà, est-ce que je dois mettre du 7, est-ce que je dois mettre du 22? Moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient, moi, cherchez pas, je veux mettre du 22, je veux un truc qui a la patate. Très bien, un truc qui a la patate, ok. Est-ce que votre voiture, elle pourra accepter le 22? Ah oui, j'achète un véhicule de marque allemande, je ne citerai pas. Ok, sauf que les véhicules de marque allemande, en général, ils chargent à 11 et ils ne chargent pas à 22. Donc, il y a des petites choses auxquelles il faut réfléchir un petit peu en amont, regarder. Et c'est clair que la borne de 22, c'est la borne, entre guillemets, passe-partout. C'est la borne qui permet de satisfaire à tout. Une borne, si on a le temps de faire 2 minutes de physique, oui, on peut. Une borne de 22 kW, c'est une borne triphasée avec 32 ampères par phase. Donc, vous pouvez accueillir des véhicules qui chargent à 22, c'est bon, ouais, ça passe. Des véhicules qui chargent à 11, c'est des véhicules triphasés qui reçoivent 16 ampères par phase. Pas de souci, ils recevront ce qu'ils peuvent recevoir, donc 16 ampères par phase. Donc, la borne de 22 chargera à 22, chargera à 11. Un véhicule qui charge à 7, puisque la plupart des véhicules, en général, vendus en France, sauf option, etc., mais ce sont des véhicules qui chargent à 7. 7, c'est du monophasé, 32 ampères. Donc, on voit que quand on met ça sur une borne de 22, on prend qu'une phase, mais par contre, on reçoit 32 ampères dans la phase. Donc, le véhicule à 7 va charger à 7. Pas de souci. Donc, la borne de 22, très bien. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir de la puissance derrière pour alimenter 22 kW. Bien. Donc, certains me disent, écoutez, moi, je vais... OK. Alors, quels sont les véhicules, par contre, qui chargent à 22? À date, aujourd'hui, les véhicules de la marque Losange, à qui je fais allusion, qui proposent, quand vous prenez les Zoé, quand vous prenez les Mégane, dans la version haut de gamme, parce que la version bas de gamme, elle charge à 16, dans la version haut de gamme, elle charge à 22. Et puis, il y a aussi un constructeur outre-Rhin avec une étoile bien connue qui aussi charge certains de ses véhicules à 22. La plupart du temps, je citais tout à l'heure les véhicules allemands chargent plutôt à 11. Donc moi, souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ne vous inquiétez pas, je mets en place des bornes à 11 ». Ok, faut pas, ça peut... Oui. Mais 11, c'est quoi? On reprend l'exercice. La borne, une borne à 11, c'est une borne triphasée qui va donner, non plus 32, mais 16 ampères par phase. 16 ampères sur les 3 phases. Si je viens avec un véhicule qui charge à 11, ah ouais, pas de souci. Ça va charger à 11. Si je viens avec un véhicule qui chargerait à 22, pas de souci, mais sauf qu'il ne prendra que 11. Donc, il chargera à 11. OK. Maintenant, le problème, c'est quand je vais venir avec un véhicule qui charge à 7 kW. Un véhicule qui charge à 7 kW, ce que je disais, c'est du monophasé, 32 ampères.
vous allez venir le plugger sur un triphasé 16 ampères. Combien il va prendre? La plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, il recevra 16 ampères par phase. Et 16 ampères en monophasé, c'est 3 kg. 3,7 kg. Donc, ça veut dire que le véhicule à 7 kg, souvent, vous avez des gens qui disent je ne comprends pas, ma voiture, elle ne charge pas sur cette borne-là, etc. Souvent, c'est une borne à 11. Vous avez un véhicule qui charge à 7, vous venez le plugger dessus, il charge à 3. Ça, c'est une explication. Donc, en général, je déconseille la borne à 11. Bon, sauf si effectivement, alors il est possible, on va le voir après, avec les outils de supervision aujourd'hui, il est possible à distance de brider la borne si on sait que de toute façon, la flotte va être équipée de véhicules qui seront des 11. Et dans ces cas-là, on peut brider les bornes. On peut le faire. Mais brider violemment la borne physiquement, je le déconseille. Voilà. Parce qu'un jour ou l'autre, vous aurez peut-être besoin d'une main. Voilà, et si je continue toujours dans la pub, je vais parler de notre filiale. Notre filiale Isivia, donc, accompagne, puisque nous, on donne des conseils chez EDF, mais après, ceux qui vont rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, c'est Isivia. Eux vont accompagner les clients de A à Z. Donc, j'ai des confrères probablement ici et en ligne qui, eux, soit construisent des bornes, soit installent des bornes, soit supervisent des bornes. Là, Isivia fait tout de A à Z. Donc, ils fournissent les bornes. Donc, ça veut dire qu'ils ne fabriquent pas leurs bornes. Donc, ils ont le choix de martyriser en amont quelques bornes et puis de retenir celles qui leur paraissent les plus fiables. Ils les installent. Donc, ils les installent avec souvent des installateurs qui sont à proximité des clients. Et derrière, ils proposent des services de supervision, gestion et monétique. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il va falloir que les bornes deviennent, entre guillemets, il va falloir monétiser la recharge et en même temps fournissent aussi des services ce qu'on appelle aux électromobilistes. Donc, Isivia est à la fois un opérateur de mobilité et un opérateur de bornes. Donc, sur la mobilité, il propose des badges, des solutions sur smartphone et la mise en place d'un logiciel de supervision des bornes. Ça permet aux clients de savoir quelle borne charge, ne charge pas, serait en défaut, pouvoir gérer tel badge, autoriser tel badge à avoir accès à telle borne ou pas. Voilà. Et puis, opérateur de borne, c'est l'installation, la supervision, la maintenance, etc. C'est ce que j'ai dit juste précédemment. La supervision, c'est ce que je disais, ça se fait en interne côté Isivia avec un outil qui leur permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas sur les bornes à distance, éventuellement de rebooter les bornes à distance. En général, dans 70% des cas, on règle le problème en rebootant la borne à distance, puisque c'est un problème probablement de communication avec la borne, souvent. C'est la mise à disposition d'une application sur smartphone, c'est ce que je disais, et puis c'est la mise à disposition au niveau du client d'une interface qui va lui permettre de faire ce qu'il veut, et notamment de faire la monétique qu'il souhaite sur ses bornes. Je m'explique. La plupart du temps, je l'ai dit tout à l'heure, des véhicules de direction, des véhicules des salariés. Souvent, les véhicules de direction sont des véhicules qui disposent déjà d'une carte de carburant, donc qui, entre guillemets, permettez-moi l'expression, ne payent pas leur carburant. Ça veut dire que dans ces cas-là, on a un pass qui directement est octroyé à ces personnes-là, qui s'appelle un pass professionnel, qui leur permet, allez, si je veux simplifier les choses, de faire on-off sur la borne. Autant les bornes installées sur leur entreprise. Ça veut dire que l'électricité, elle est payée par l'entreprise. Voilà. En revanche, pour les salariés, il ne s'agit pas de faire on-off sur la borne. Alors, si on peut faire on-off sur la borne jusqu'à fin 2024, l'URSSAF l'autorise. Après, l'État sera-t-il conciliant et généreux? J'en doute fort. Donc, il y a des chances qu'effectivement l'URSSAF arrive en disant vous devez maintenant faire payer la recharge. Et donc, ça veut dire que les salariés vont acquérir un badge auprès d'Isivia, un badge qui va leur servir accessoirement à accéder à toutes les bornes de France et d'Europe. C'est un badge qui permet d'accéder à tout ce qu'on appelle les bornes ouvertes. Mais en plus de ça, ça permet à l'entreprise de dire, OK, je vais permettre à mes salariés de se connecter à mes bornes au prix que j'aurai défini. Et là, l'outil, l'interface
L'interface client va vous permettre de mettre en place une courbe de monétique et de dire, par exemple, pendant 4 heures, ce sera 25 centimes. C'est le même prix qu'à la maison, à peu près. Et au bout de 4 heures, par contre, il va falloir libérer la place, entre guillemets, faire tourner les voitures, permettre aux petits copains de se recharger. Et donc, là, je ne fais plus une facturation au kilowattheure, mais je vais le faire au prorata temporis. Dit autrement, je fais 25 centimes du kilowattheure pendant 4 heures, et après 4 heures, ça sera 3 €. Ça va commencer à coûter cher, donc les gens vont se dire, oula, je vais venir débrancher la voiture, déplacer la voiture, et libérer la place pour les petits copains l'après-midi, par exemple, si on fait une recharge le matin. Donc ça, c'est ce système-là qui permet de mettre en place la monétique que vous voulez. Alors, on peut aussi décider de dire, dans ma grande mansuétude, j'autorise 1 heure de recharge gratuite, puis après, ce sera 10 centimes, puis après, 20 centimes. Enfin, donc, on fait ce qu'on veut. L'outil est très souple et on fait ce qu'on veut, mais on met en place un système de monétique pour les salariés. Une fois que la courbe de monétique est dessinée, bah, vous dites cette courbe-là, je l'enregistre et je vais l'appeler XYZ. Et ce code, bah, vous le donnez à tous vos salariés qui disposent d'un pass Easivia, qui, eux, lorsqu'ils vont aller sur leur espace client, vont entrer leur nom, leur prénom, accessoirement leur RIB, mais quelqu'un paye, et on va leur demander, disposez-vous d'un code? Oui, je dispose du code XYZ. Et ce code-là veut dire, bah, votre badge pourra se connecter à ces bornes-là au prix défini par l'entreprise. Donc, ça permet une gestion assez simple des badges. Dernier point, et je vais me taire, je vous le promets, c'est le slide d'après. Ça va être très rapide, hein, puisque effectivement, on me demande toujours, ah bah ouais, mais quelles aides? Bon, si je voulais être dur, je vous dirais, il y en a. On a eu des aides, c'était le programme qui s'appelait le programme Advenir, qui était là pour proposer des aides aux entreprises qui mettaient les bornes à disposition de leurs salariés. C'était des aides qui permettaient sur les parkings publics de disposer d'aides pour mettre en place des bornes, etc. Tout ça terminé depuis 2023. Donc, il reste néanmoins quelques niches. Quelles sont ces niches? 1, les poids lourds. Donc, les parkings privés à destination de flottes de véhicules poids lourds peuvent encore bénéficier d'aides. Les flottes et aussi les salariés des entreprises de véhicules de location de courte durée, bon, je ne citerai aucune agence de location de courte durée, peuvent aussi encore bénéficier d'aides. Les Comcom et toutes les communes qui mettent en place des bornes en voirie peuvent encore disposer d'aides. Et puis, pour les bornes destinées aux flottes et aux salariés, comme on l'avait, j'allais dire, il y a encore 1 an, ça perdure encore, mais c'est limité à toutes les entreprises, à tous les professionnels des services de l'automobile. Alors, c'est qui ces gens-là? Les codes APE sont listés sur la droite et sont rappelés d'ailleurs dans Advenir. Hein. Je vous invite à vous connecter sur le site d'Advenir. Vous retrouvez tous ces éléments-là. J'ai juste fait un copier-coller d'écran. Mais les aides sont principalement destinées, voilà. Alors, j'ai pas parlé non plus des copropriétés, des habitations. Voilà, il existe encore quelques aides, mais là on est dans le monde des particuliers, donc je n'aborde pas ici. D'accord? Et concrètement, si vous voulez voir à quoi ça ressemble des bornes, vous retrouvez sur la gauche les bornes ailleurs, ça on les a mises en place à Roubaix, je ne peux pas citer le nom d'entreprise, mais c'est de là ailleurs. Et donc vous voyez bien que quand on met ce type de borne en place, vous vous retrouvez avec une prise en façade et la borne qui est derrière, la prise elle est de l'autre côté. Donc là, c'est pas trop gênant parce que derrière il y a de l'espace. En revanche, on met maintenant la nouvelle borne en place qui est alors si je dois nommer les marques, au milieu c'est une Schneider, c'est la nouvelle qui vient de sortir. Où là, vous voyez que vous avez la prise carrément en façade. Et donc, quand vous les mettez dos à dos, vous n'avez plus ce problème de devoir vous contorsionner pour aller chercher la prise. Voilà. Et sur la droite, c'est un exemple de borne double mise en place, marque Innovate, qui est mise en place par Easivia maintenant, avec donc prise à droite et prise à gauche. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que j'ai 2 petits timings. Oui, très bien. Il y a une petite question pour, si c'est possible, de repréciser les obligations pour les bâtiments existants.
Pour les bâtiments En termes existants, de nombre de places. bâtiments existants hors PME, 5%. Voilà, dans l'existant. Très bien. Ça répond certainement à votre question, Sébastien. Alors, c'est 5%, ouais. La loi Loum précise que les entreprises devront mettre en place en janvier, pour 2025, mais en général, c'est traduit par au 1er janvier 2025, 5% de bornes. Très bien. Moi, j'ai bon nombre de clients qui me regardent en me disant, et si je ne le fais pas, qu'est-ce que je risque? Vous risquez pour l'instant pas grand-chose parce que les textes ne prévoient pas, entre guillemets, de sanctions. Je n'ai pas dit que ça ne changerait pas. Ça pourra peut-être changer, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions. L'idée, je pense, ça c'est mon interprétation personnelle, l'idée, je pense, c'est d'influer auprès des entreprises pour les inciter à mettre en place des bornes. Si on ne met pas les 5%, c'est peut-être pas si grave que ça, mais c'est au moins d'avoir une démarche qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire d'amorcer, entre guillemets, et de toute façon, c'est ce que j'ai dit à bon nombre de clients qui ont mis en place des bornes et qui ne croyaient pas au départ. Mais moi, j'en ai une ou deux parce qu'on a un ou deux véhicules hybrides là pour les membres du CODIR, etc. Mais les salariés, non, il n'y a pas grand-chose. Comme par hasard, 2 ans après, ces mêmes personnes me rappellent en me disant faut qu'on rajoute des bornes parce qu'on a des salariés qui commencent à arriver en véhicule électrique, etc. etc. Bah oui. Et les personnes qui habitent à moins de 50 km de leur lieu de travail, aujourd'hui, si elles renouvellent un véhicule, elles se posent clairement la question de basculer en électrique. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes de mise en place de bornes. Alors après, ce qui est beaucoup moins facile à réaliser, c'est ce dont je parlais, c'est le turnover théorique qu'il doit y avoir auprès des salariés qui doivent libérer la place, peut-être, je vais dire, à midi, pour les petits copains se recharger l'après-midi. Tout à l'heure, dans les discussions, je citais une entreprise qui m'a dit j'ai ce problème-là parce que je n'ai pas suffisamment de places de parking disponibles pour justement retirer la voiture et aller la mettre ailleurs. Oui, alors en théorie, si c'est une voiture électrique ou une voiture électrique, on devrait pouvoir faire le. Bon, sauf que les salariés ne peuvent pas forcément s'appeler tiens, viens prendre la voiture, la mettre à ma place, je prends ta place, etc. Donc ça peut poser des problèmes. Et donc il y a certaines entreprises qui disent on est obligé de mettre des bornes, on est obligé d'accepter que les gens se pluguent le matin et restent plugués jusqu'au soir. C'est peut-être pas la meilleure des choses, mais voilà. Bon, après, il faut aussi voir que la plupart du temps, les électromobilistes, comme on les appelle, ont tendance à faire ce qu'on appelle du biberonnage, c'est-à-dire se pluguer dès qu'ils voient une borne, parce que vous avez peur de tomber en panne. Et donc, vous ne maîtrisez pas complètement l'autonomie de la voiture. Vous êtes dans ce cas-là? Bon, vous faites des Et au bout d'un mois, 1 mois et demi d'utilisation de la voiture, vous savez comment vous conduisez, vous savez quelle est votre consommation à peu près, et vous savez au bout de la jauge de votre voiture combien il vous reste. Voilà, c'est comme une jauge d'essence que vous maîtrisez plus parce que vous avez plus l'habitude. Et là, c'est exactement la même chose. Et donc, quand on voit des gens qui se rechargent tous les jours, en général, quand ils viennent d'acquérir une voiture, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ils se rechargent 1 fois par semaine et puis ils se disent oui, c'est bon, je sais qu'il me reste tant d'autonomie et donc c'est moins grave. Il y avait eu quelques questions sur la notion de PME. Effectivement, c'est une notion qui est complexe à l'échelle européenne également, avec des critères qui sont cumulatifs sur l'aspect chiffre d'affaires, bilan, mais également effectif. Exactement. S'il y en a un des critères qui est dépassé, je vais pas considérer comme une PME. Et après, il faut être très vigilant sur la partie de l'actionnariat groupe et reprendre le guide que j'ai transmis dans le forum de chat pour poser sur ça. Et après, dans un second temps, si vous avez des questions précises, je vous invite à reconsulter vos homologues des OUIAM pour la notion de PME, on parlait de 50 millions de chiffre d'affaires et 250 personnes. Très honnêtement, quand vous avez une PME de cette taille-là, je pense qu'il est quand même simple de se poser la question de la mise en place de bornes de recharge, quoi qu'il en soit. Alors, c'est sûr que pour 2025, il y a peut-être un peu moins d'urgence, il n'y a pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais quoi qu'il en soit, je pense que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, de quelque taille qu'elles soient, à partir du moment où il y aura des parkings de 50 places, je pense qu'à un moment donné, il va falloir arriver à la mise en place de quelques bornes. On va doucement y arriver. J'ai fini? Oui. Et ça, il n'est pas sûr. Si. Non, c'est encore, je vois une question sur le chat.
Donc, il y a Yvon qui redemande une précision sur la partie PME est-ce que du coup, le PME doit respecter le seuil des 5%? Ben non, c'est ce que je disais. Théoriquement, ce seuil des 5%, il est hors PME. Donc, ça veut dire que la PME peut se dire, bah, moi, je mets pas en place de borne du tout. C'est bien. Mais elle peut aussi se dire, je mets que 2% ou 3% de borne, etc. Quoi qu'il en soit, je conseille de commencer à y penser parce que de toute façon, voilà, on sera confronté à une demande. Il y aura forcément une demande des salariés à un moment donné ou à un autre. Donc autant l'anticiper. Voilà, et j'ai fini. Merci. Je vous propose de passer sur un petit focus ombrière, comme ça Fabrice aura du coup la réponse à sa question sur le chat notamment, et on reviendra après dans un troisième temps sur des produits type Connect. Oui, bonjour. Donc ça c'est pour ma partie. Donc Christophe Paul, donc également EDF Commerce Nord-Ouest, mon collègue Eric. Donc basé sur l'île et notre rayon d'action, ce sont les Hauts-de-France et la Normandie. Donc l'idée c'est d'accompagner tout client, qu'il soit client d'EDF ou pas, parce que le marché de l'électricité est ouvert, on n'est pas forcément libre, parce qu'on travaille avec nous, demain ça va acheter son électricité chez nous, même si c'est mieux. Donc l'idée c'est effectivement d'accompagner tout projet sur des sites existants et bâtiments neufs et de voir à respecter bien sûr les évolutions réglementaires. Donc, l'idée aujourd'hui, ça n'est pas de vous démontrer l'intérêt de faire d'autres informations ou autre, d'expliquer le principe du photovoltaïque. Ça peut faire partie d'un autre atelier, même si, je pense que vous l'avez constaté, le prix de l'électricité est plutôt volatile depuis quelques années, et plus on peut consommer, et mieux c'est. On se préserve une partie de sa facture en produisant soi-même son électricité. Alors, depuis quelques années, on a une accélération forte des réglementations autour du photovoltaïque. Pourquoi? Parce que, y compris dans la région, les projets photovoltaïques sont extrêmement rentables. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, parce que pendant longtemps, on a eu l'électricité la moins chère d'Europe, donc on ne se posait pas trop la question de réaliser des économies sur l'électricité. Et on mettait ça sur le dos de l'ensoleillement en disant dans le Nord, on a moins de soleil qu'à Marseille, donc forcément, ça ne marche pas. Or, il suffit de passer la frontière, aller en Belgique, en Allemagne, en Hollande, etc., pour voir qu'il y a des installations photovoltaïques un peu partout. Donc, on a une conjoncture d'un côté du matériel qui est devenu extrêmement performant, alors, généralement asiatique, mais pas que. Donc, on a du matériel qui est de plus en plus fiable, des prix de matériel qui ont fortement diminué, et en parallèle, un prix des énergies, notamment l'électricité, qui a flambé. Et donc, quand on fait le combo des deux, on a, y compris dans la région, maintenant des installations extrêmement rentables. Alors, le focus aujourd'hui, il est de parler des aspects réglementaires, et notamment autour des ombrières, puisque vous voyez bien qu'on peut faire le parallèle assez rapidement, que sous les ombrières, on peut installer des bornes de charge. Donc, on est assez complémentaires avec Eric qui est du bail. La seule particularité qu'on peut tout de suite mettre en avant, c'est qu'on n'est pas non plus pour le même pas de temps. D'un côté, il y a la loi LOM qui m'a imposé pour 2025 pour installer des bornes. Or, pour installer des ombrières, il faut un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a un aspect administratif qui est fort, il y a des études préalables à réaliser, des études de sol, parfois des études d'éblouissement, etc., des études d'urbanisme, d'autorisation inédite, qui font qu'un projet bombrière est beaucoup plus long à réaliser que d'installer des bornes. Globalement, des bornes sur un trimestre, c'est posé. Un projet d'ombrière, il faut compter rapidement 18 mois, voire plus, pour pouvoir les mettre en service. Donc, ce que l'on a l'habitude de faire avec Eric, c'est presque à la limite de travailler en deux temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, monsieur le client, vous avez une obligation de la loi LOM à installer quelques bornes, quand bien même vous ne respectez pas les 5%, mais comme il le disait, il n'y a pas non plus de sanctions près, parce que vous n'avez pas respecté. Donc, faites déjà un premier pas en installant quelques bornes qu'on va appeler sèches. Et ensuite, quand il y aura le projet d'ombrière, alors on mutualisera les travaux. C'est-à-dire que dans la même tranchée, on tire les fourreaux, on va gagner un peu sur le génie civil, parce que finalement, les bornes, on va les fixer sur les poteaux des ombrières, etc. Donc, globalement, on arrive à faire quelques économies, sachant que, également, on n'est pas non plus sur le même rapport en termes de coût entre l'installation de bornes, en termes d'investissement, entre installer des bornes et installer un projet d'ombrière. On voit bien qu'on est sur des projets qui peuvent être complémentaires,
mais qui sont quand même assez relativement différents dans leur approche. Alors, on fait un zoom sur les obligations réglementaires. Depuis 2019, on a une succession de lois, chaque fois venant compléter la précédente. On a commencé par la loi énergie-climat en 2019 qui imposait sur les bâtiments neufs, les extensions, d'équiper minimum 30% de la surface. Donc, c'était pour les projets toiture, pour un premier temps. D'imposer donc des systèmes de végétalisation ou d'installation photovoltaïque. Ça, c'était pour 2019. Très rapidement, on a eu la loi climat résilience qui est venue percuter un peu ça, en disant on va encore durcir un peu les règles en imposant des seuils. Donc, c'était pour les bâtiments de plus de 1000 m² à l'origine. Depuis le 1er juillet 2023, ce sont maintenant les bâtiments de plus de 500 m². Donc, 500 m², autrement dit, tous les bâtiments professionnels sont concernés. Voilà. Tous ces bâtiments-là, aujourd'hui, qui ont une extension ou une construction neuve, doivent respecter les 30% minimum d'obligations réglementaires. Et depuis le 11 mars 2023, on a la loi qui s'appelle la loi APER. C'est la loi pour l'accélération de la production des énergies renouvelables. La loi APER qui vient encore percuter tout ça pour accélérer encore plus. Donc, la loi APER, dans sa définition, entrera en vigueur le 1er juillet 2025. Est-ce qu'elle va toucher les bâtiments, dont on rappelle dans les slides suivantes, mais elle va toucher également les ombrières. C'est là où on va arriver la fameuse loi parking dont tout le monde nous parle depuis le mois de mars. Sauf que depuis le mois de mars, on est encore aujourd'hui dans l'attente des fameux décrets d'application. Globalement, il y a une loi. Alors, c'est très français. Ils ont mis en place la loi. Ils ont mis en place des sanctions en fait de non-respect de ça. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne sait comment faire. Très concret. Il y a eu des discussions autour d'un nombre de places de parking. Il y a eu des discussions ensuite autour des mètres carrés de parking. Donc, ça s'arrêtait autour des mètres carrés de parking. Et à minima, dans cette loi-là, que veut dire les mètres carrés de parking? Bon, en lisant un peu entre les lignes, parce que c'est une loi qui fait 45 pages, donc on a quelque chose qui nous dit vous devez prendre en compte donc, les places de parking et les voies de circulation. Voilà. Et vous retirez tous les massifs, les machins, etc. Ça réduit déjà un peu la surface, mais globalement, et vous avez en tête probablement qu'il y a 2 seuils à venir. Donc les premiers concernés étant les parkings de plus de 10 000 m². Donc, obligation d'installer des ombrières sur minimum 50% de la surface parking à partir du 1er juillet 2026. Au 1er juillet 2026, les parkings de 10 000 m². 10 000 m², c'est globalement 300-350 places de parking. Là, vous allez devoir étudier ça. Alors, encore une fois, beaucoup d'inconnus dans cette loi, notamment quand il y a déjà des arbres, ce qui serait totalement aberrant de devoir couper des arbres pour installer des ombrières. Mais aujourd'hui, c'est pas écrit. Il y a également une notion qui n'est pas écrite dans la loi, mais qui paraissait dans les lois précédentes, énergie-climat, climat-résilience, qui est la question d'équilibre économique. C'est globalement un projet tout de même être rentable pour pouvoir être obligatoire. Or, on a beaucoup de cas de figure. Les premiers concernés par les parcours de 10 000 m² sont quand même essentiellement, pour l'instant, les centres commerciaux. Donc, les grandes surfaces, moi, je travaille beaucoup avec quasiment toutes les grandes surfaces du secteur, qui ont tous cette problématique, qui font tous leurs études, et qui se demandent tous comment rentabiliser une opération à 2, 3, 4 millions d'euros. Voilà. Et aujourd'hui, quand on fait les calculs de rentabilité de ce qu'ils vont pouvoir autoconsommer, c'est un principe très simple. Quand on installe une installation photovoltaïque que l'on veut faire de l'autoconsommation, on prend la puissance photovoltaïque, on la réinjecte sur le TGVT du client. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui nous dicte ce que l'on peut faire, c'est la puissance souscrite, la puissance admissible sur le site. Les protections ont été prévues pour une certaine puissance, le raccordement à l'Enedis a été prévu pour une certaine puissance. Or, si on respecte stricto sensus les 10 000 m², généralement pour un centre commercial, on installerait 2 voire 3 fois plus de puissance nécessaire sur ce centre commercial. Je prends un cas très précis, un centre commercial sur qui j'ai travaillé, sur lequel on pourrait installer 1500 kW, donc 1 méga 5 de puissance photovoltaïque. Or, un centre commercial comme ça, c'est 300 voire 400 kW max de puissance sur site. Comment fait-on pour injecter 1500 kW sur une installation qui peut en supporter que 400? Voilà. Donc, techniquement, c'est pas réalisable. Mais ça, également, c'est pas défini dans la loi. Donc, ça sous-entendrait qu'il faudrait réserver 400 kW pour faire l'autoconsommation et les 1100 kW complémentaires, les réinjecter sur le réseau. Pourquoi pas? Sauf que les tarifs de rachat aujourd'hui sur les réseaux ne sont pas,
sont intéressants, mais ne sont pas suffisamment significatifs pour rendre un projet tel que celui-là rentable. Résultat des courses, c'est un centre commercial Leclerc à qui on installe donc à qui on propose d'installer des ombrières avec une rentabilité entre 20 et 25 ans. Imaginez la tête du responsable du magasin. Donc voilà, aujourd'hui, cette notion d'équilibre économique qui n'est pas dictée, qui n'est pas précisée dans la loi. Donc aujourd'hui, il y a obligation, mais on a attention à un certain nombre de mesures dérogatoires qui permettront d'y échapper. Pour autant, je sais qu'autour notamment de nos téléphones, il y a des personnes avec lesquelles on travaille déjà aujourd'hui sur un projet parce qu'elles sont concernées sur cette loi des 10 000 m², 1er juillet 2026 et 1er juillet 2026 par le projet d'Ambrière. C'est aujourd'hui que ça se travaille. C'est globalement pour le premier semestre de l'année qui vient, 2024, il faut s'être positionné le temps de faire toutes les démarches administratives, d'études préalables et autres, pour qu'au 1er juillet 2026, les Ambrières soient en fonctionnement. Voilà. Donc, globalement, c'est à l'occasion du premier semestre 2024 qu'il faudra avoir mené ces études préalables. Okay. Donc, il y a cet aspect de rentabilité. Pour autant, quand on est un industriel avec un certain niveau de puissance, là, il y a réellement un intérêt à le faire. On ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas réellement les modalités de ce que seront la pré-arène pour celui qui connaît un peu ce mécanisme-là. Le marché de l'électricité va connaître sa petite révolution post-2025. Aujourd'hui, il y a un mécanisme de régulation qui permet de limiter les fluctuations fortes du marché de l'électricité qui s'arrête le 31 décembre 2025. Vous avez peut-être lu dans les presses qu'il y a des discussions fortes entre l'État, EDF aujourd'hui, pour travailler à la fin 2025, à partir de juillet 2026, à partir de janvier 2026. Il y a des mesures qui sont en train d'être étudiées, des mesures de régulation, je n'entrerai pas dans le détail, parce que le mécanisme est un peu complexe, c'est encore flou aujourd'hui. La loi n'est pas parue, les décrets ne sont pas parus, mais on a déjà une petite visibilité. Ce qui commence à s'entendre un peu, c'est que l'électricité devient finalement un consommable, un bien commun, au même titre que d'autres besoins dans une industrie. Ce qui veut dire qu'il va falloir couvrir un peu son risque, il va falloir probablement diversifier également ses appros en termes d'électricité, comme vous pourriez le faire sur n'importe quelle commodité industrielle. Ce qui veut dire que produire sa propre électricité pour une partie de sa facture, c'est quand même pas totalement aberrant. C'est pas totalement aberrant. Et surtout, ça met à l'abri, parce que l'installation photovoltaïque, ça va fonctionner minimum 30 ans. D'accord? Je rappelle juste, aujourd'hui, tous les producteurs de panneaux photovoltaïques garantissent la performance de leurs panneaux sur 25 ans. 85 ans de rendement initial, garantie sur 25 ans. Tout le monde le fait aujourd'hui. EDF, on est un peu curieux par rapport à ça. On a mis tous les panneaux que l'on pose avec nos différentes filiales. Je suis passé rapidement, mais on a 3 filiales qui font du photovoltaïque, parce que comme disait Eric Duval, EDF en ce moment ne pose pas d'installation. On a une ribambelle de filiales autour de nous, du Dalkia, du EDF ENR, du renouvelable, du ICIA, du Confort, s'il vous plaît. On a, puisque EDF en ce moment ne pose pas d'installation chez ses clients, on passe donc par des filiales. Nous avons 3 filiales, EDF ENR, EDF renouvelable, Luxel, qui font des installations photovoltaïques. Ça nous donne un volume conséquent, parce que EDF renouvelable, notamment, c'est un acteur mondial. On voit des centrales de puissance, centaines d'hectares au milieu du désert. Bien souvent, c'est court. Donc, on a finalement cette force de frappe en termes d'achat, en termes de fiabilité de matériel posé pour l'ensemble de nos filiales. Donc, je disais, les panneaux que l'on pose avec nos filiales sont structurés au centre R&D chez nous, à côté de Fontainebleau. On les martyrise parce qu'on n'a pas le recul non plus nécessaire sur cette technologie photovoltaïque qui a aujourd'hui, pour les plus anciennes en Europe, une trentaine d'années. Donc, on a, et d'ailleurs, les installations d'une trentaine d'années produisent encore très bien. Elles sont vendues en Suisse et elles ont encore un rendement qui est excellent. Donc, on a fait des tests de vieillissement prématuré, nous, et on les a mis en chambre et on les a testés sur 40 ans. Sur 40 ans, on avait encore 90% de rendement initial sur les panneaux. Donc, ça veut dire que les fabricants de panneaux ne prennent pas de risque en disant 25 ans, 80%. Et ça veut dire surtout que des panneaux, c'est inerte. La pièce en mouvement, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a rien. Donc, hormis défaut matériel qui se détecte très rapidement à la fabrication ou une intempérie, globalement, une installation photovoltaïque, c'est parti pour 30 ans, 40 ans. D'où l'intérêt de prendre également des acteurs fiables dans la durée pour l'étude, la maintenance, la supervision, la maintenance préventive, les extensions de garantie qui vont bien sur les onduleurs, parce que l'onduleur est le point faible de l'installation photovoltaïque. Donc, typiquement, nous faisons des extensions de garantie à 20 ans sur les onduleurs pour assurer une tranquillité dans les tours. D'accord?
Donc, on revient sur notre obligation réglementaire. Donc, les premiers concernés étant au 1er juillet 2026. Globalement, les industriels concernés aujourd'hui avec des niveaux de puissance importants et des consommations d'électricité importantes ont tout intérêt de nous à diversifier, comme je disais, leur appro d'électricité et s'assurer 10%, 15%, 20% de sa facture par le biais sur l'installation photovoltaïque, c'est quand même pas un mauvais calcul. Vous avez le deuxième seuil qui va concerner les parkings de 1500 m², donc à partir de 1500 m². Ça, c'est globalement 50 places de parking. Ça, c'est pour juillet 2028. Ça veut dire qu'on a encore un peu de temps pour y aller. Et globalement, on va avoir arriver des ombrières un peu partout. Alors, ombrières, je voulais le dire, avec ossature métallique, ossature bois. On peut même aller jusqu'à de l'ossature béton. Ossature béton qui permet d'éviter les études de sol quand on a un sol qui n'est pas approprié. C'est globalement des ombrières qui sont plus lourdes, donc lestées. La seule particularité, c'est d'aller vérifier sur dans un couloir de vent où elles auraient tendance parfois à basculer. Mais voilà, il y a tout type de configuration d'ombrières, monopentes, bipentes, qui permettent de répondre à toutes les configurations nécessaires. Voilà. Point important à retenir à partir d'aujourd'hui, c'est bien sûr, on réalise toutes les études. Bien sûr, notamment si vous adressez à l'EDF, on va s'occuper de tout de A à Z, des études préalables, des démarches d'urbanisme, des études de sol, des études sur la possibilité d'un aérodrome, d'un aéroport, etc. Parce qu'il y a également ça à vérifier vis-à-vis de l'aviation civile, si on n'est pas en train d'éblouir les pilotes en fin d'atterrissage. La réalisation du chantier, naturellement, toute la partie maintenance supervision dont j'ai parlé, le renouvellement du matériel, bon voilà, parce que on assure la stade de la Z. Si je fais un petit zoom, justement, c'était ce que j'ai dit, à partir du 1er juillet 2023, c'est juste pour faire un rappel, donc au-delà des ombrières, c'est que les obligations, on le voit bien, sont très fortes maintenant sur la partie photovoltaïque, parce que depuis le 1er juillet 2023, donc on est dedans, tous les PC déposés pour des extensions sur les bâtiments commerciaux, industriels ou artisanaux sont concernés par cette obligation qui dit que vous devez installer minimum 30% de photovoltaïque ou de toiture végétale. Donc voilà. Absolument tout type de clients pro aujourd'hui concernés. Vous voyez qu'il y a la particularité 1000 m² d'emprise au sol pour les bureaux. Et donc, je reviens sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, donc la fameuse loi PER. Donc, comme je le disais, qui prend effet donc, pour la partie toiture, à partir du 1er juillet 2025. Donc, les ombrières 26 et 28, pour les bâtiments à partir de juillet 2025. Et on voit que le seuil des 30% dont j'ai parlé réglementaire va augmenter progressivement pour les bâtiments neufs et les extensions. Ça va passer à 40%, puis passer à 50%. Donc on voit bien la volonté de cette loi d'accélérer le développement du photovoltaïque, où on va avoir toute panel de photovoltaïque partout, en ombrière, en toiture, de plus en plus. Alors, je vais vous faire le petit zoom rapide sur les bâtiments existants, qui est plutôt complexe, on va dire, d'installer aujourd'hui des installations photovoltaïques sur bâtiments existants, surtout quand on est sur des toitures terrasses. Très souvent des interrogations en disant j'ai des grandes surfaces de toitures, j'ai 15 000, 20 000 m² de toit terrasse, c'est super, mon bâtiment à 5 ans, c'est super, j'ai pas installé des panneaux. Non. Les panneaux photovoltaïques, ça reste lourd. On ajoute quand même une vingtaine de kilos minimum au mètre carré sur la toiture, donc il faut déjà que la charpente soit adaptée pour pouvoir supporter cette surcharge. Et vous avez également un point qui est très important sur les toits terrasses, c'est la compressibilité de l'isolant qui va être installé. C'est-à-dire que ce n'est pas les poseurs de photovoltaïque qui vont refuser d'installer 10 000 m², 15 000, 20 000 sur une toiture terrasse. C'est tout simplement l'assureur qui refusera d'assurer le bâtiment. Parce que, typiquement, 20 km², ça représente un certain poids. Moi, je monte sur les toits terrasses. Pourtant, j'ai mon gabarit, je ne vais pas passer à travers. Ça ne pose pas trop de soucis. Et c'est dans la durée de votre installation qui est connue pour les 30 ans, petit à petit, il va casser votre isolant s'il n'a pas été prévu, va craquer la membrane et vous aurez des infiltrations d'eau. Donc, votre bâtiment prendra l'eau. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des règles strictes à respecter sur les bâtiments existants. Il faut que la charpente le supporte, mais que le complexe isolant membrane d'étanchéité PVC ou bitume soit adapté également pour installer du photovoltaïque. Donc, c'est relativement facile d'installer du photovoltaïque sur un bâtiment neuf, bien sûr, on consomme tout à l'origine. C'est relativement facile d'installer du photovoltaïque sur des toits type bipente, en bac acier, etc. Il n'y a qu'à vérifier que la charpente peut supporter. Dès lors qu'on est sur un toit terrasse, ça devient nettement plus complexe.
Et on a d'ailleurs, malgré que les obligations réglementaires soient récentes, 2019, 2021, etc., on a encore, et bien trop souvent, des bâtiments qui ont été livrés il y a 6 mois, 1 an, mais avec des PC déposés avant ces obligations réglementaires. Des bâtiments quasi flambant neufs, livrés très récemment, qui ne respectent pas ces obligations et qui ne permettent pas d'installer du photovoltaïque. Donc ça pose problème à l'heure où le prix de l'électricité a flambé, à l'heure où des clients veulent faire de l'autoconsommation et exploiter leur surface de toiture, ils ne peuvent pas le faire parce que le bâtiment n'a pas été conçu. Tous les flambés ont brillé. Et s'il n'y a pas de possibilité en brillère parce qu'il n'y a pas de parking, peut-être qu'il y a du foncier disponible au sol et auquel cas on peut y travailler. Voilà, je me tiens à votre disposition. Vous aurez les coordonnées, j'imagine, par l'industrie et du BMM. On se tient avec du Vaille à votre disposition. Merci. Oui, donc merci pour cette présentation et cette précision sur les ombrières photovoltaïques. On a compris qu'il y a des choses qui vont avancer très rapidement, même s'il subsiste encore quelques subtilités dans les décrets d'application qui seront apparaître ces prochains mois. On a une question. J'ai une petite question justement au niveau de la superficie des. J'ai une petite question au niveau de la superficie des surfaces. Sur un site industriel sur lequel on a des quais de chargement avec justement toute la partie qui prend beaucoup de place en fait de circulation des camions. Tout à l'heure, vous disiez que les poids étaient compris dans la surface. Ça prend aussi en compte ces parties-ci techniques? Ça fait partie des précisions que l'on demande, notamment sur les parties poids lourds. Ouais. Est-ce qu'on prend en compte ou pas? Alors, il existe des ombrières poids lourds qui sont encore moins rentables que les ombrières VL, donc en termes de rentabilité, on a beaucoup plus de mal encore à les rendre rentables. Donc, on essaie de trouver toutes ces mesures un peu d'exclusion. Aujourd'hui, ce qui est surtout concerné, c'est les parkings VL et les voies de circulation VL. D'accord. Il y a d'autres questions sur. Je suis un industriel automobile, j'ai du stock de véhicules, etc. Les véhicules sont stationnés, on peut considérer que c'est un parking. Est-ce que c'est concerné? Pas concerné par cette obligation. Bon. Aujourd'hui, on est tenté de dire, on n'a pas ces précisions-là. Par contre, voyons si vous avez un intérêt, vous, industriel, à installer ou pas des ombrières en termes de rentabilité économique sur votre site. Disons qu'entre les toits, plus les surfaces d'ombrières, on va se retrouver avec des grosses capacités de production. Oui. Donc, tous ces espaces techniques qui représentent parfois la moitié ou plus des surfaces parking, oui. Ça représente quand même beaucoup de. Oui, oui. D'où les demandes également de précision. Est-ce que finalement, on ne souhaite pas installer en ombrière pour X raisons, parce que également de la circulation poids lourd, c'est toujours délicat pour les ombrières. On voit bien l'agilité d'un chauffeur de poids lourd. C'est rapide d'accrocher une ombrière, d'accrocher un poteau, etc. Donc voilà, c'est toujours très délicat. Une des précisions qu'on a également demandé, c'est est-ce qu'on peut substituer dans ce cas-là cette obligation de parking et l'installer sur les toitures, qui amènerait finalement un peu ou même d'aller développer quand même du photovoltaïque sur le site. Il faut bien même on démontre que ça n'est pas réalisable. Bon, ça fait partie des points qu'on va déterminer. Mais aujourd'hui, non, la partie circulation parking PL et voie de circulation PL, aujourd'hui, on n'a pas la précision. D'accord. Merci pour cette précision. Je laisse la parole pour Sylvain. On peut partir finalement plus spécifiquement sur les bornes électriques. Oui, alors, bonjour à tous. Yannick Séné, moi je suis dirigeant de la société Cube 2000, basée à la Sentinelle, qui est de l'ancienne. Donc nous, notre propos, c'est de dire, c'est d'accompagner cette transition écologique. Alors que qui sommes-nous? On existe depuis 1983. On a vu dans le métal, dans l'univers du bâtiment, et un jour, on a rencontré une demande. On nous a dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme objet pour implanter une borne électrique dans l'environnement actuel. Donc, on a rencontré cet acteur-là et on a défini avec lui un premier objet. Donc, notre objectif aujourd'hui à travers le Tilt Connect, c'est d'être un acteur de la transition écologique, non pas pour vendre de la borne électrique ni de l'ombrière photovoltaïque, mais d'être les fabricants des infrastructures d'installation. Donc,
on parlait de la réglementation loi l'homme, c'est une partie qui est intéressante parce que, on en a parlé tout à l'heure, un bâtiment existant, il faut au minimum une borne pour un place de parking, parce on a traduit, bâtiment neuf, il faut du prééquipement. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper pas mal de choses et puis il faut accompagner cette situation de la borne électrique qui va être notre quotidien de demain. Alors, si on regarde le marché, on a les chiffres au premier trimestre de 2023. Donc, globalement, il y avait 1,4 million de bornes installées en France et il y en avait à peu près 100 000 qui étaient les points ouverts accessibles au public. Mais l'objectif de tout ça, c'est qu'en 2030, on doit avoir 7 millions de ces bornes installées sur le paysage français. Et donc, comme le disait M. tout à l'heure, l'EDF, on est face à un marché qui explose et la demande est très très forte. Et aujourd'hui, il faut être en capacité d'y répondre. Hein. Voilà, donc on a aujourd'hui des sujets, 142 points de recharge pour 100 000 habitants, donc ça fait 1 pour 7, donc c'est pas terrible. Donc on est avec sa voiture, on est en train de circuler en ville, on n'a pas de point de recharge, ou la place est déjà occupée. Donc si on regarde ce que ça donne sur le niveau du territoire, en Haute-France, la région qui nous concerne a priori, on a à peu près 10 000 bornes accessibles au public, là où on doit aller vers des sujets beaucoup plus élevés. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous? C'est de s'intégrer dans la chaîne de valeur qui part du constructeur de ville jusqu'au fournisseur d'électricité. Et aujourd'hui, OK, EDF peut proposer des solutions, mais il y a aussi l'électricien local. Il y a la PME de 10 personnes qui a un petit parking qui commence à avoir des véhicules électriques arrivés et qui a besoin de s'équiper. Donc, entre guillemets, c'est facile d'acheter une borne, c'est facile d'avoir l'électricien, mais c'est comment on l'intègre dans l'environnement. Donc, l'idée de ça, c'est de dire on développe du matériel, du mobilier urbain, qu'on va retrouver d'une manière simple à installer, hein, et l'objectif, c'est de pouvoir donner de l'accès à la personne. Donc, notre cible, nous, c'est d'attaquer les bornes qui vont faire, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, jusqu'à 22 kW. Au-dessus, c'est des systèmes embarqués. En dessous, c'est la prise murale. Et donc, c'est de se situer là dans l'accompagnement de l'installation de la borne électrique. Alors, nous, on ne va pas parler de marque parce qu'on adapte le meuble, le mobilier urbain à la borne. D'accord ? Alors, pourquoi on fait, nous, cette borne-là? C'est que c'est typiquement l'implanter là où on ne peut pas l'implanter. Là, on était face sur un sujet de parking qui allait arriver, une entreprise qui s'installait, elle a dit, il faut mettre ma borne. Donc, ils avaient le faux. Qu'est-ce que je peux mettre là? Donc, un plot, et on a commencé à faire un premier objet, pour amener ce point de charge. Et donc, on voit bien que là, c'est un objet avec la partie pilotage et la prise de recharge. Donc, ce qui veut dire que on n'est pas tout seul sur le sujet pour développer ça, parce qu'on a plein de demandes pour dire comment j'intègre cette borne dans l'environnement. Donc, voilà, tous les partenaires, l'UMM, la GFID, Global Vision, l'école centrale avec des qui sont ici également. Et puis, c'est les acteurs locaux, Concept Sigma Environnement, Mio-Green, etc. Et tous les jours, on a de la demande. Alors, comment répondre? C'est d'être présent et d'être aujourd'hui sur une famille qui se met en place de produits, et on arrive à avoir maintenant une borne, un totem ou un meuble qui permet d'alimenter, de monter 2 bornes électriques, un petit peu dans le concept que j'ai présenté tout à l'heure, pour être sur 2 places. Donc, à qui ça s'adresse cette solution-là? C'est d'abord les installateurs, pour faciliter la pose et la mise en œuvre, c'est les particuliers ou les professionnels, parce qu'on est aussi sur une idée où on peut personnaliser cet objet et le rendre un peu corporate. Et puis, c'est aussi à destination des distributeurs, sur le forme de la marque blanche pour intégrer cette borne. Alors, pourquoi on va choisir cette solution de meuble? C'est que on a une mise en œuvre simple, rapide, testée avec des installateurs locaux, et en fait, on a
En moins d'une heure, on installe le totem et on est capable de faire les branchements derrière. Donc, on livre un kit complet, prêt à installer, et il est forcément dédié à la borne que l'on va implanter. On fabrique tout chez nous, puisqu'on part de la conception jusqu'au produit fini. Donc, on transforme le métal, on le soude, on l'assemble, et on le carbonate et on le livre. Et c'est l'installateur de la borne qui fait l'installation physique de l'objet. On parle de personnalisation parce qu'on peut le mettre aux couleurs des clients. On peut mettre une borne, deux bornes, on aura une version A4 parce que bon, on peut avoir un parking où il y a 4 places, on aura un système en étoile. Ça peut être, il y aura le logo de l'opérateur. Enfin bref, on est sur une idée de s'intégrer dans l'environnement et on peut faire de la couleur, de la teinte architecturale. Enfin bref, être encore plus intégré à l'environnement. Une fabrication locale puisqu'on est dans les Hauts-de-France et on est sur des sujets de sortie locale, de plein de centre-levant et de produits recyclables. Alors, nos produits associés, c'est le carport photovoltaïque, l'ombrière. Aujourd'hui, on est sur ces sujets-là, on a beaucoup de rampes. Et c'est pas facile d'aborder un sujet, comme on disait tout à l'heure. On veut implanter des panneaux photovoltaïques pour faire de l'alimentation électrique. Mais qu'est-ce qu'on a comme structure derrière, ou infrastructure? Donc, le concept, il est de dire, nous, on peut fournir une armature métallique, mais avez-vous une étude de sol? Avez-vous les moyens d'implanter quelque chose à cet endroit-là? Est-ce que vous n'êtes pas dans un couloir venteux, comme on a dit tout à l'heure? Donc, il y a tout un tas de contraintes. Donc, on ne peut pas, a priori, vendre un système d'ombrière comme ça, qui ne soit pas le résultat d'une étude. D'accord? Donc, on est forcément à chaque projet un cas particulier. Alors, on peut définir de l'élément standard, mais les problématiques d'ancrage, d'inclinaison des panneaux, de résistance au vent, forcément, il y a une note de calcul qui devra être faite. Et donc, l'idée, c'est de dire, on a aussi de partir sur des concepts de carport où on intègre la borne dedans, où il y a un appareil onduleur et on intègre aussi dans les photos la borne électrique. Donc, c'est des systèmes où on essaye de réduire l'impact infrastructure, parce qu'on peut mettre une ombrière, mais s'il faut encore plus mettre des poteaux et des systèmes pour porter les bornes, ça rajoute au sujet. Donc là, c'est aujourd'hui des demandes que l'on a et on est dans le design le plus léger, le plus résistant possible pour dire on peut répondre aux besoins. Donc le carport, il va aller de 1 place à 3 places, système modulaire pour dire on fait une ombrière à l'arrivée. Et tout ça, donc c'est livrable comme sur le principe du meuble immobilier urbain de la borne, c'est du kit. Donc l'ensemble de la quincaillerie et des pièces constitutives sont livrées pour installer. Voilà. Et ça répond forcément à une étude de sol. Donc l'ancrage au sol est important, primordial. Et on répondra en fonction de l'étude de sol qui est faite et de la capacité, des plots béton, des longeries ou autres qui seront à faire. Dans les ombrières, il ne faut pas oublier non plus l'histoire qu'il faut évacuer l'eau. On fait un parking, il faut évacuer l'eau. Il faut donc penser à tous ces objets-là. Et donc, le parking en lui-même peut être aussi remanié complètement pour être en cohérence. Il y aura aussi une problématique de récupération de cette eau. Et ça, c'est un autre sujet. Voilà. Alors, il y a une forte demande, c'est une urgence. Le climat, aujourd'hui, on est face à un changement, à une évolution. On est face à entre guillemets, une marche forcée, la loi nous l'impose. On a un peu de temps, mais sans trop l'avoir. Comme vous le disiez tout à l'heure, 2 ans, c'est vite arrivé, c'est pas une étude. Et voilà, il faut que tout ça soit en cohérence. Donc, tous les acteurs sont importants à prendre en compte dans la chaîne de la valeur qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir répondre à des solutions. Et donc, on a une équipe à votre service pour répondre aux besoins. Donc, forte demande. Ça veut dire aussi, on recherche des candidats à la vente de nos objets pour répondre aux besoins. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et bon projet. Merci. Ce qui nous amène, à un échange
de questions-réponses qu'on peut vous proposer. Si vous avez des questions opérationnelles, notamment, on a bien abordé ce point déjà. Aussi bien sur le chat qu'en présentiel. Diagnostic, compté. Et alors, on a envie tout. Okay. Pas de questions au niveau du chat? Vous avez un site internet, point d'interrogation. Oui. Donc, je pense que tout le monde a un site internet parmi les présentateurs. Vraiment, on vous enverra le support et à la fin du support, vous avez un QR code et un accès au site dédié au projet à titre de Connect notamment. Vous avez vu l'ensemble de vos coordonnées pour l'entreprise modèle. Pas de questions. Merci pour les présentations. C'est les points de chat. Question. Quelle est la différence de coût entre l'installation de panneaux en toiture et les ombrières? x2. Ah, c'est le x2. Autant on peut aborder la sous-toiture sur investissement quand on installe des panneaux photovoltaïques en toiture, on arrive à des retours qui sont acceptables. À ce jour, aujourd'hui, sur des ombrières, c'est moins le cas. On est sur du x2, effectivement. C'est aussi que la réglementation va pousser. Après, il y a eu des questions sur le chat sur on ne peut pas mettre des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures pour des aspects techniques, notamment. On ne peut pas mettre des panneaux pour des contraintes de sécurité liées à des freins apportés par les assureurs en particulier. Donc, la solution des panneaux photovoltaïques sur les ombrières peut être une option finalement quand c'est compliqué sur notre toiture ou sur le foncier ou sur le foncier au sol. Après, la partie. Oui, un point qu'on n'a pas abordé, effectivement, c'est voilà. Il y a des assurances, mais également les aspects environnementaux. Dès lors qu'on est sur un site CPE et l'autre, voilà, on a des mesures dérogatoires ou des mesures tout simplement d'interdiction d'installer des panneaux si on est sur un périmètre sur une entreprise Céveso et autres. Forcément, on a également des mesures de précaution à prendre. Donc, le photovoltaïque ne s'installe pas partout. Effectivement, les assureurs peuvent demander une certaine distance entre les installations photovoltaïques ou les ombrières par rapport au bâtiment. Donc, les ombrières sont une réponse. Le foncier est une réponse. Alors, il est un peu mal aimé de législateur, donc on n'a pas tout à fait les mêmes mesures d'accompagnement sur le niveau de puissance, on n'a pas les mêmes possibilités de pouvoir valoriser notamment son électricité qui pourrait être réinjectée sur le réseau, mais là, je ne rentre pas trop dans le détail, etc. Les mesures d'accompagnement sur le sol sont un peu différentes et un peu moins bien vues. Voilà, ce qui est bien poussé effectivement aujourd'hui, c'est la toiture et les ombrières. Le sol, c'est peut-être le prochain combat, mais voilà, il y a une situation à chaque cas. Mais comme on disait, en termes d'investissement, naturellement, il y a plus de BRD, naturellement, il y a plus de GTI, il y a d'autres secteurs mécaniques. Donc, les ombrières sont globalement, c'est un arrondi très rapide, mais sont globalement 2 fois plus chères à installer qu'une installation en toiture. Donc, en termes de rentabilité, naturellement, 2 fois plus longue à rentabiliser par un mécanisme. Aujourd'hui, suivant les hypothèses de prix à venir d'électricité, on a très facilement des installations rentables à moins de 10 ans et bien moins de 10 ans sur l'installation de toiture, à partir de 6-8 ans en moyenne. On est plutôt sur une douzaine d'années sur de l'ombrière. C'est globalement les ordres de grandeur qu'on peut retenir. Mais après, chaque cas est particulier, chaque profil de consommation est particulier. Mais il faut surtout essayer d'estimer au mieux les taux d'autoconsommation possibles sur site. C'est ce qui fera la rentabilité de l'opération. Et donc, une question d'Amandine qui a un parking de 1500 m² avec un stationnement de véhicules et la circulation comprise. Oui. Donc,
sera-t-elle concernée? Et quel coût, c'est surtout la fourchette de prix, la première question, à peu près, pour équiper. C'est très très délicat, hein, c'est presque du cas par cas. Je ne sais pas si vous avez peut-être une notion de fourchette. Ouais, non, Même large. c'est réellement du cas par cas. C'est réellement du cas par cas. Alors, 1500 mètres carrés, lui, vous serez soumise à partir de juillet 2028. Donc, ça laisse un peu de temps pour réagir. Globalement, je vais parler en termes de kilowatts crête. Hein, donc, ça fait à peu près 600 mètres carrés de panneaux. On va être à quelque chose comme ça peut à peu près 2000 euros pour les kilowatts crête. Donc, on va être à 200-300 000 euros à peu près sur l'opération pour 100 mètres carrés. Enfin, pour 100 kilowatts crête, pardon. Ouais, bon, sur le montant. Ouais, on est sur des montants qui restent assez élevés. Là. Il faut estimer la rentabilité de l'opération et sous quel délai, sachant que les ouvrières entrent aussi très naturellement en compte dès lors qu'on a une démarche RSE à défendre ou à développer dans son entreprise. Les ouvrières permettent également d'abriter les véhicules et offrent d'autres avantages. Donc, ça fait également partie du levier à prendre en compte, c'est la démarche RSE de l'entreprise. Bien. Et finir sur la partie RSE, c'est une bonne option. Donc, si vous n'avez plus de questions, je remercie tout le monde pour votre participation, pour vos présentations. Le replay sera disponible dès à présent pour l'ensemble des participants. Nous vous enverrons également le support. N'hésitez pas, si vous avez des questions à venir complémentaires, nous pourrons y répondre. Donc, merci à tous et à bientôt. Bonne journée. Merci à tous. Merci.